Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro du JT de l'Or enregistré le 23 juin 2017. Voilà, je souris un petit peu parce que c'est la 4e prise pour le 23 juin 2017. C'est très compliqué à dire apparemment, je bloque dessus. C'est vendredi, il a fait chaud, les corps et les esprits sont épuisés après cette dure semaine de labeur et de canicule. Eh bien, il y en a qui ont une chance énorme, c'est Villeroy de Galhau, qui est le gouverneur de la Banque centrale française, la Banque de France, non pas parce qu'il a la clim dans son bureau, je suis persuadé que le gouverneur de la Banque de France dispose de la climatisation dans son bureau, non, il a carrément mieux, il a une cave qui a 37 mètres sous terre et qui est naturellement fraîche. Et dedans, il n'y a pas des bouteilles de vin, il y a plus de 2400 tonnes d'or, l'or de la France, l'or de notre pays, nos réserves d'or. Elles étaient un peu plus, alors c'est les 4e réserves d'or les plus importantes au monde. Elles étaient encore plus importantes puisque Nicolas Sarkozy a revendu, quand il était ministre du budget, 400 ou 500 tonnes d'or à vil prix d'ailleurs à l'époque, parce que l'or a beaucoup monté par la suite, donc nous aurions pu le vendre beaucoup plus cher. Mais cet or a été vendu parce que ça faisait partie d'accords entre les grandes banques centrales détentrices de métal jaune qui avaient décidé d'irriguer le marché et d'irriguer le marché de l'or, d'or physique pur, puisque le marché en avait d'une part besoin, et puis que d'autre part, ça permettait évidemment de maintenir les prix de l'or relativement bas et sous contrôle par des injections comme ça, à moments réguliers, à intervalles réguliers, de quantité d'or absolument phénoménale. Donc quand vous avez 500 tonnes d'or qui débarquent sur le marché international, bah évidemment, ça fait du bruit et ça fait baisser les cours. Alors pourquoi vous parlez de ça? Tout simplement parce que dans les décodeurs de l'écho, puisque la capture d'écran des décodeurs de l'écho présentée par François Langlette, le monsieur économie de France 2, eh bien il va rendre visite à monsieur Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, et puis ils vont tous les deux disserter sur l'importance de l'or dans la confiance et l'importance de l'or également dans la solidité d'un système monétaire. C'est suffisamment rare pour être noté que l'on parle de ce type de sujet à une heure de grande écoute qui plus est sur une chaîne grand public. Donc c'est quand même avec plaisir que je note que l'or quand même est évoqué. Alors, il est évoqué, d'ailleurs, François Langlette, pour le coup, le fait très très bien. Il va même aller plus loin. Il va évoquer un point qui est très important. Donc, pour ceux qui savent lire entre les lignes, l'essentiel a été dit. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous faire la traduction. François Langlette parle notamment à un moment donné, il dit au gouverneur de la Banque de France, vous êtes le gouverneur de la Banque de France, vous êtes également membre du système européen des banques centrales, et à ce titre, vous êtes membre du directoire de la BCE, la Banque centrale européenne. Quand François Langlette vous dit ça, il dit tout. C'est-à-dire que vous devez vous intéresser, parce que le diable se cache dans les détails, au fonctionnement des institutions autour de cette Banque centrale européenne, et vous allez découvrir que la Banque centrale européenne est en réalité composé du SEBC, qui est le système européen des banques centrales, et que ce SEBC, ce système européen des banques centrales, c'est l'ensemble des banques centrales nationales, la Banque de France, la Banque d'Italie, la Banque d'Espagne, la BUBA, qui est la Bundesbank en Allemagne, etc. Et donc c'est l'ensemble des gouverneurs de chacune de ces banques centrales dont les pays composent la zone euro. Ces gouverneurs sont les membres du board, c'est-à-dire sont les membres du directoire de la Banque centrale européenne, et c'est eux qui désignent le gouverneur de la Banque centrale européenne, en l'occurrence Mario Draghi. Mais ça ne s'arrête pas là. Le bilan de la Banque centrale européenne, c'est un peu l'addition des bilans des banques centrales nationales. Et donc, quand on se dit que la Banque centrale injecte de l'argent ou fait des rachats d'actifs, la réalité, c'est que les rachats d'actifs sont faits par chaque banque centrale nationale. C'est-à-dire que la Banque de France,
M. Villeroy de Galhau, son gouverneur en l'occurrence, va racheter des actifs en France. Voilà. Donc, et ça va rentrer dans le bilan de la Banque de France. Donc c'est important parce que, en fait, dans les faits, l'euro n'est pas si intégré que cela. Et dans les faits, la Banque centrale européenne n'est pas si intégrée que cela non plus quand on y réfléchit, et que finalement, aujourd'hui, on serait parfaitement en mesure, comptablement parlant, de détricoter la zone euro de manière assez simple, puisqu'en fait, tout ou presque est dans le bilan de chaque banque centrale nationale. Donc, on pourrait revenir aux monnaies nationales. C'est finalement à la Banque centrale européenne que ça poserait peut-être le moins de problèmes. Voilà, je vous mettrai le lien vers cette vidéo et vers cet article de France Télévisions en dessous dans les commentaires. Je vous invite en tout cas à aller le voir, c'est très intéressant. Et ça montre bien que l'or est loin d'être une relique barbare, qu'au contraire, c'est évidemment un sujet éminemment d'actualité et que toute puissance monétaire crédible à un moment donné repose sur les métaux précieux. Et je vous laisse méditer sur cette phrase du général de Gaulle, très célèbre, qui disait « Ceux qui parient contre l'or et pour les gouvernements et leur monnaie papier parient contre 6000 ans d'histoire », puisqu'évidemment, depuis la nuit des temps, eh bien, les monnaies papier ont toujours fini dans d'immenses feux de joie et à chaque fois, il ne restait que les métaux précieux, à savoir évidemment l'or et dans une moindre mesure l'argent. On en vient à notre sujet suivant, une question que l'on me pose extrêmement souvent et sur laquelle on va s'arrêter assez longuement et sur laquelle nous allons prendre le temps de réfléchir ensemble, c'est que se passe-t-il en cas de faillite de ma banque pour mon crédit ? Alors notamment, les gens pensent beaucoup plus à leur crédit immobilier qu'à leur prêt de 3 000 € ou de 2 000 € pour acheter le dernier écran-plat ou, enfin bref, ou financer leurs vacances. Donc ce n'est pas tant pour le prêt à la consommation que pour un crédit immobilier. Vous imaginez bien, si j'achète ma maison 300 000 €, que j'emprunte 100%, c'est-à-dire à peu près 300 000 €, que je paye juste mes frais de notaire avec mon apport personnel et puis quelques travaux, et que ma banque fait faillite, et qu'en plus je n'ai pas remboursé, quand même, quelle bonne affaire, je serai propriétaire à gratuit. Alors, on va tordre l'idée, on va tordre le cou tout de suite à cette idée, et on va rappeler quelques grands principes. Le premier grand principe, c'est quoi? C'est qu'est-ce que c'est qu'une épargne et qu'est-ce que c'est qu'un crédit déjà? Bon, une épargne, c'est une créance. Et un crédit, c'est quoi? C'est une créance aussi. C'est pas pareil. Dans un cas, j'ai des sous, dans l'autre, mais si. Tout dépend dans quel sens on est. Explication, c'est de la compta, niveau 1, et vous allez voir, surtout, ne soyez pas effrayés, on va faire très simple. Quand j'ai de l'argent et que je dépose cet argent à la banque, j'ai, moi, une créance vis-à-vis de la banque. C'est la banque qui me doit des sous, les sous que moi, je viens de lui déposer en tant qu'épargnant. Si la banque fait faillite, eh bien, je suis le créancier. Et donc, une créance, ça peut ne pas être recouvré. Une créance, elle peut être impayée, notamment quand le créancier, quand le débiteur fait faillite. En l'occurrence, la banque, là, à qui j'ai déposé mon argent, fait faillite. Il n'y a pas de mécanisme de sauvetage, il n'y a pas de mécanisme d'intervention, de résolution, de sauvegarde, de fonds de garantie, tout ce que vous voulez, d'accord? La banque fait faillite, elle n'a plus de sous dans les caisses, c'est terminé, elle ne peut évidemment pas vous rembourser votre épargne, votre argent, ce que vous aviez soit sur votre compte épargne, soit sur votre compte courant. Elle ne peut pas vous rembourser. Elle a fait faillite, votre créance n'est pas recouvrée, n'est pas remboursée, vous avez zéro, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, dans le deuxième cas, c'est vous, c'est la banque qui détient une créance sur vous. Donc c'est vous qui êtes le débiteur. C'est le cas d'un crédit. D'accord ? Quand ce crédit, vous ne le remboursez pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez de toute façon des mécanismes de saisie. Alors, si vous ne le remboursez pas alors que vous avez de l'argent parce que vous êtes solvable, la banque, elle va venir prendre les sous sur votre compte en banque. Elle ne va pas s'embêter. Puis si vous avez mis les sous ailleurs, vous inquiétez pas, elle fera appel au fichier FICOBA, qui est le fichier où vous avez tous les comptes bancaires de tous les gens qui sont répertoriés. Et puis il y a un huissier qui ira faire une saisie avec un avis à tiers détenteur, etc., des ATD, et elle ira prendre la somme, évidemment, que vous voulez lui soustraire, et donc elle se fera rembourser. Si jamais vous êtes
insolvable, eh bien, si vous êtes insolvable, la banque va tout simplement venir saisir votre bien parce que dans le cas des crédits immobiliers, dans 99,9% des cas, tout crédit immobilier s'accompagne de ce qu'on appelle une garantie forte, c'est-à-dire d'une hypothèque ou de l'intervention d'un organisme de cautionnement mutuel type Crédit Logement avec qui vous avez signé des papiers et qui lui-même a en fait pris une promesse hypothécaire. C'est-à-dire que si jamais vous ne remboursez pas Crédit Logement, mais évidemment Crédit Logement, tous les organismes de caution vont venir hypothéquer votre bien assez rapidement pour pouvoir évidemment se faire rembourser et vous saisir. Donc, dans quel cas je ne rembourse pas ma banque? Je ne rembourse pas ma banque que si je suis insolvable. D'accord? Et si je suis insolvable, en général, je me fais mettre dehors de ma maison, de mon appartement, parce que je serai saisi. D'où la question, que se passe-t-il si c'est la banque qui fait faillite? Et là, on va distinguer deux cas. On va distinguer le cas où c'est votre banque, une seule, qui fait faillite, mais tout le reste du système tient. Et puis, le cas où c'est tout le système qui, lui, s'effondre. Si nous nous situons dans le premier cas, la banque fait faillite, mais il n'y en a qu'une qui fait faillite, la vôtre. Vous êtes à la Banco Popolare della Repubblica de Francia, d'accord? Je ne peux pas citer de nom de banque qui va faire faillite, je risquerai un procès en diffamation. Donc, on va inventer une banque, la Banco Popolare della Repubblica Francia. Voilà, c'est une banque qui n'existe pas, dans un pays qui n'existe pas, évidemment, mais voilà, vous êtes dans cette banque-là. Eh bien, cette banque-là dépose le bilan, fait faillite, et vous avez un crédit, et vous avez aussi de l'épargne. Votre épargne est effacée, d'accord? Votre épargne, elle est effacée, en dehors de mécanismes éventuellement de sauvetage, de résolution, de garantie des dépôts à certains montants, etc. Mais votre épargne, elle serait effacée. Mais votre crédit, lui, il va être repris par une autre banque de cette Repubblica di Francia. Ça va être repris, par exemple, par la Banco Agricola. Donc la Banco Agricola va racheter la Banco Popolare di Francia. Et donc, la Banco Agricola va racheter les créances. D'accord? Elle va racheter les créances, c'est-à-dire les crédits qui doivent être remboursés. Et ces crédits, ces créances, ce sont des actifs. D'accord? Et souvenez-vous, ce sont des actifs qui sont cessibles. À un moment donné, il y a plein de créances comme ça qui ont été revendues. Ça s'appelait la titrisation. On prenait plein de crédits, on les mettait dans des très très gros paquets, on en faisait des grosses boîtes avec un bel emballage et une note triple A donnée par des agences de notation. Et puis c'était fait avec les crédits immobiliers des Américains. C'est ce qu'on a appelé la crise des subprimes. On avait titrisé, d'accord? On prenait ces créances, on disait, ben voilà, il y a Mr. Smith, il y a Madame Smith, ils sont 50 000 pour X milliards, ils doivent tant à tel taux moyen, machin, etc. Je vous revends ce paquet de créances. D'accord? Et donc, M. Smith, il avait pris son crédit chez Lehman Brothers et puis finalement, il remboursait la Bank of America. D'accord? Donc, un crédit, c'est une créance. Et comme toute créance, ça peut être cessible, ça peut donc se céder, se vendre, se revendre. Et donc, évidemment, ça va être repris. Donc, dans le cas où c'est que votre banque qui fait faillite et que votre banque sera reprise par une autre banque du système, ce qu'on appelle de la place financière locale, donc il y a une autre banque qui la reprendra. Ça vient de se passer en Espagne. Il y a une banque qui vient d'être reprise par une autre parce qu'effectivement, elle pouvait plus, elle n'y arrivait plus. Donc elle a été reprise par une autre banque. Il y a une espèce de fusion. Enfin voilà. Et donc tout ça, ce sont des petits arrangements entre amis. Et croyez-moi, vous allez le rembourser, votre crédit. Alors, il y a le deuxième cas, le cas où là, pas de reprise possible par une autre banque parce qu'il n'y a plus de banque. Il n'y en a plus une seule, il n'y a plus de banque centrale, il n'y a plus rien. Le système financier général, total, mondial, s'effondre. Plus rien debout, c'est un champ de ruines. Alors, là, vous allez faire le jour 1, waouh, génial, j'ai plus mon crédit à rembourser. Et puis alors, tout de suite après, vous allez avoir le deuxième effet qui se coule, vous allez dire « Oh zut, j'ai plus rien à rembourser, mais alors j'ai plus rien à manger non plus. » D'accord? Donc je vous rappelle qu'évidemment,
sans système financier, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on dénonce ou pas, ses errements, ses erreurs, son immoralité ou son amoralité, peu importe qu'on dénonce tout ça, qu'on soit pour, qu'on soit contre, aujourd'hui, tous nos flux économiques sont liés à ce système financier général. Si demain, vous avez un effondrement du système bancaire, vous avez évidemment plus de moyens de paiement, les cartes bleues ne marchent plus, les distributeurs non plus, vos virements non plus, vous ne touchez pas de salaire, il n'y a plus d'activité économique. S'il n'y a plus d'activité économique, il n'y a plus de flux. Les rayons des supermarchés sont vides quasiment immédiatement et instantanément. On ne peut plus acheter d'essence, il n'y a plus d'argent qui circule. Donc s'il n'y a plus d'argent qui circule, il n'y a plus de transactions économiques. S'il n'y a plus de transactions économiques, il n'y a plus rien. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Donc si jamais le système économique s'effondre, en fait, votre priorité, c'est pas de savoir si vous, ou la question prioritaire dans ce cas-là, c'est pas de savoir si vous allez ou pas rembourser votre crédit. Là, la réponse elle est très claire, vous n'allez pas le rembourser. Donc, dans le premier cas, vous êtes à peu près sûr de devoir le rembourser, si c'est juste votre banque qui fait faillite. Et dans le deuxième cas, si c'est le système qui s'effondre, totalement, intégralement, sans aucune réserve, dans ce cas-là, vous êtes à peu près sûr de ne pas rembourser votre crédit. Mais vous êtes à peu près sûr également de commencer le plus grand régime et le plus grand amaigrissement que vous avez jamais vécu dans votre vie. D'accord ? Si vous aviez un excès pondéral un peu comme moi, vous êtes sûr de le perdre, et vous allez le perdre en ligne droite et très rapidement. Donc, ça veut dire que là, vous êtes dans une situation qui est chaotique, vous êtes dans un événement qui est totalement extrême, et savoir ce que devient votre crédit va être, mais absolument, et ça c'est sûr et certain, le cadet de vos soucis. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas forcément se poser la question en ces termes-là. Il faut plus se poser la question dans les termes suivants, c'est dans un contexte de crise économique réelle, c'est-à-dire qu'encore une fois, nous vivons une crise économique extrêmement forte, qui est plurifactorielle, où vous avez un certain nombre d'éléments qui rentrent en résonance. C'est une accumulation de crises. Vous avez une crise financière, vous avez une crise obligataire, vous avez une crise d'endettement, vous avez une crise démographique, vous avez une crise migratoire, vous avez une crise environnementale, vous avez une crise sur l'accès à l'énergie, aux ressources et aux matières premières. Enfin bon. Et c'est l'ensemble de ces crises qui fait que nous sommes dans une situation économique absolument désastreuse et d'une extrême complexité. Savoir comment nous allons en sortir, comment nous allons la gérer, comment ça va se passer, quasiment impossible à savoir. Ce qu'on peut simplement avoir comme certitude, c'est que, un, les choses vont mal, deux, il y a de vrais sujets, il y a de vrais défis, il y a de vrais risques, évidemment. Ils sont très réels. Ensuite, nous sommes obligés de reconnaître, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est juste factuel, que le système est résilient, le système ne veut pas se laisser mourir, le système fera tout pour survivre, pour durer, pour ne pas s'effondrer, parce que si ça s'effondre, c'est le chaos. Donc finalement, personne n'y a si intérêt que cela. Et donc depuis la crise des subprimes, qui est un peu l'élément déclencheur visible pour la grande majorité des gens de cette grande crise, il est évident que le système tient. Alors les banques centrales ont trouvé des expédients, elles ont mis en place un certain nombre de politiques, etc. Ça tient, ça fonctionne. Donc, on ne va pas miser tout sur l'effondrement du système, partir directement se réfugier dans les montagnes, dans une grotte avec sa pétoire ou une lance. À un moment donné, il faut savoir raison garder et observer les choses telles qu'elles sont et prendre les meilleures décisions dans un environnement qui s'impose à nous. Et quand on parle du crédit et de la notion d'endettement, la question c'est comment je m'endette dans un tel contexte. Eh bien, il faut s'endetter de manière mesurée. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a une quotité, on parle de 33%, un tiers de ses revenus. Vous pouvez même être un peu plus prudent. C'est-à-dire que moi, ceux qui font la course en disant non, je veux absolument cette maison ou cet appartement, quitte à m'endetter à 36, 37, 38, voire 40%, faire le tour de toutes les banques pour trouver la banque qui va accepter de m'endetter à 39%, ok, d'accord, vous allez peut-être pouvoir faire votre opération, ce n'est pas forcément très raisonnable. D'accord ? Aujourd'hui, plus que jamais, les inquiétudes sur l'emploi sont réelles, les incertitudes sont tout aussi réelles et plus personne n'est à l'abri dans son travail. Donc,
Je pense qu'il vaut mieux savoir se montrer raisonnable. Il vaut mieux peut-être pouvoir être endetté à 20% qu'à 33%. En gros, prenez de la marge. Voilà, je crois que c'est très important. Ne vous surendettez pas, n'alourdissez pas trop la barque des crédits actuellement. Soyez plutôt pondéré et prudent. Et raisonnons pour un couple, mettons monsieur, madame, est-ce que vous êtes capable de rembourser votre crédit si monsieur ou madame perd son travail et n'en retrouve pas? Voilà une vraie question à vous poser avant de vous endetter. Quels sont, en gros, faites un peu votre propre test de résistance personnelle. Si vous perdez votre boulot, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça, c'est très, très important. Dernière chose également à vous dire concernant la meilleure des plus mauvaises idées, à savoir, d'un côté, j'épargne, d'accord, et de l'autre côté, je m'endette. Voilà. Alors, quand vous vous épargnez, en général, vous achetez de la dette d'État, d'accord? Donc, on épargne rarement en achetant des actions qui peuvent être hyper volatiles d'un côté pour prendre un crédit de l'autre. En général, on prend un produit relativement sûr quand on épargne d'un côté et qu'on s'endette de l'autre, notamment via des mécanismes de crédit in fine. Donc, on prend généralement ce qu'on appelle des obligations d'État via des contrats d'assurance vie, des fonds euros ou ce genre de choses. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas compris, les obligations d'État qu'il y a dans les fonds euros des contrats d'assurance vie, ce sont des dettes, par exemple, de l'État français. Donc si vous avez envie de prêter votre argent, c'est-à-dire de transformer votre épargne, si vous avez envie de prêter votre argent via votre épargne à l'État français, que vous trouvez super solvable pour un taux d'intérêt de 1% sur 20 ans, je vous dis super, allez-y en courant, je vous regarde. Voilà. Donc, évidemment, soyez conscient que quand vous placez de l'argent, vous prenez un double risque. Vous prenez un risque sur votre banque va-t-elle faire faillite ou pas, mais en fonction de votre placement, vous avez également un risque obligataire. Par exemple, la faillite de l'État français en plus. D'accord ? Et puis de l'autre côté, vous avez un crédit. Donc on reprend, votre banque fait faillite ou l'État français fait faillite, votre épargne n'est pas remboursée, d'accord ? Mais de l'autre côté, vous avez un crédit et ce crédit reste dû. Alors si pour peu que vous ayez prévu dans le cadre de votre crédit in fine, c'est-à-dire remboursement à la fin, si vous aviez prévu de rembourser à la fin ce montant du crédit in fine avec ce montant d'épargne qui n'existe plus, bien évidemment, vous n'avez plus votre épargne, mais vous avez toujours votre dette. La belle affaire. Donc c'est évidemment certainement pas le genre d'opération qu'il faut mener actuellement, avec des rendements sur l'assurance vie qui sont extrêmement bas et avec des risques en plus qui sont des risques obligataires, de krach obligataire, importants et conséquents. Et je vous rappelle la loi Sapin 2 qui prévoit justement des mécanismes de blocage en cas de krach obligataire sur les contrats d'assurance vie fonds en euros. Donc, enfin, sur les contrats d'assurance vie en général, mais ça concerne évidemment les fonds en euros en particulier. Donc, ce n'est pas le moment de charger la barque dans des crédits. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'endetter. Vous pouvez vous endetter avec toujours cette vision. L'endettement n'est pas une spéculation. Retenez ça, l'endettement ne doit pas être une spéculation. Donc ne cherchez pas à avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière et j'en passe. À un moment donné, votre appât du gain fera que ça va mal se finir et mal se passer. Nous sommes dans une situation qui est très délicate, qui est très dangereuse. Donc, ce n'est pas forcément le moment de prendre des risques inconsidérés dans des opérations un petit peu ésotériques ou un petit peu complexes. Donc, là-dessus, soyez très prudents. Donc, n'oubliez pas quoi ? L'endettement n'est pas une spéculation. N'oubliez pas que si votre banque fait faillite, vous rembourserez votre crédit, ça c'est clair, d'accord ? Que si votre banque fait faillite, vous n'êtes pas sûr de retrouver votre épargne, ça c'est clair aussi, et que vous devez, et ça c'est votre responsabilité, faire en sorte de favoriser la réflexion autour de votre solvabilité. Voilà, donc ne vous endettez pas jusqu'à atteindre des seuils un petit peu délicats en termes de solvabilité. N'oubliez pas que plus vous serez tendu dans votre trésorerie, plus vous serez tendu par exemple dans votre travail, parce que si vous avez un énorme besoin d'argent, alors vous êtes corvéable à merci, vous êtes à la merci de votre employeur et vous êtes quelque part en position de soumission. Donc
la liberté, n'oubliez jamais, hein, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Hein. Donc vous êtes forcément, quand vous attendez quelque chose, dans une position d'infériorité, et ça peut être très inconfortable, surtout dans le milieu du travail actuel, tel qu'il fonctionne et tel qu'il est. Voilà, donc endettez-vous avec mesure et pondération. Voilà pour ce sujet. On va passer à l'analyse hebdomadaire de nos graphiques. Donc ceux-là, ce sont ceux de la semaine dernière. Donc toujours notre fameux canal haussier sur les 12 derniers mois, où là, nous souvenez-vous, nous étions à peu près à la moitié, enfin nous étions plutôt dans le bas du canal haussier, mais on était encore un petit peu en haut. Après, on a sur l'autre graphique, on a notre fameuse figure en forme de drapeau de triangle. Donc ça, c'était la semaine dernière. Maintenant, cette semaine, eh bien, vous voyez qu'on a baissé en fait sur les cours de l'or. On s'est à nouveau rapproché de la résistance de ce canal, de la résistance basse de ce canal haussier. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a tapé dessus. Et puis, comme prévu, vraiment, ça marche, vous voyez, ça marche presque à tous les coups hein, pour le moment. Eh bien, on a rebondi et on est reparti légèrement à la hausse. Bon, ben voilà, pour le moment, il ne se passe toujours rien. Hein, on vient de taper la borne basse, on repart en haut, maximum 1350 $, si jamais on allait jusque sur la borne haute, la résistance haute de ce canal, sur laquelle très probablement on taperait pour redescendre. Donc, vous voyez, on évolue vraiment dans, c'est ce qu'on appelle un trading range. Hein, donc, c'est vraiment un canal de trading. Vous achetez sur les points de basse, vous revendez sur les points de haute. Vous avez, enfin voilà, c'est extrêmement prévisible. Tout le monde le fait, c'est autoréalisateur, tout ce que vous voulez. Donc, pour le moment, je dirais pas grand-chose à dire en fait. Et après, on va passer au graphique suivant, qui est toujours notre forme de drapeau. Donc là, évidemment, sur un horizon de temps beaucoup plus grand, hein, puisqu'on est sur plus de 20 ans. Donc quand on est sur plus de 20 ans, on est sur des mouvements extrêmement forts. Donc c'est évidemment ça, comme je vous l'ai déjà dit, ce qui est le plus important à surveiller. Et donc, on s'est rapproché de la borne haute, et puis on est toujours plutôt du côté de la borne haute de ce triangle. On y est toujours, on évolue toujours dedans, on va peut-être rebaisser. Aujourd'hui, on est plus près du fait d'une possibilité de sortie haussière que d'une sortie baissière. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rebaisser, qu'on va pas. Bref, pour le moment, on évolue toujours dans ce triangle et dans ce drapeau. Le suspense continue. Mais mon petit doigt me dit que nous allons finir par sortir par le haut. Si on sort par le haut, potentiel 2000 $. Voilà, donc on s'envole vers les 2000 $ et vers le fait d'aller retrouver les plus hauts. Si on sort par le bas, potentiel entre 800 et 1000 $ l'once, hein, avec une énorme bataille qui se jouera sur la résistance des 1000 $ l'once, qui est aussi un seuil psychologique extrêmement fort et donc qui constituera une résistance avec des possibilités de rebond évidemment extrêmement fortes. On n'y est pas, on n'en sait rien, on verra bien. On n'est pas des devins, mais les fondamentaux économiques restent ce qu'ils sont. Donc il n'y a aujourd'hui pas de raison particulière à voir se développer un mouvement négatif, durable et profond sur l'or. Et d'ailleurs, depuis le début de l'année, l'or a plutôt de belles et de bonnes performances. C'est sur ces paroles que je vous quitte et puis je vous dis bien entendu à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du JT de l'or. À très bientôt. Merci pour votre attention et au revoir.